C'est une zone hautement stratégique qui n'est que rarement ouverte à la presse. Il faut passer des contrôles de sécurité pour atteindre ce paysage ocre creusé dans les terres de Kirovorad, une région du centre de l'Ukraine. Nous voilà sur le site de production minière, la carrière. On y extrait du sable minéralisé contenant de l'ilménite. L'ilménite est le principal minerai qui permet d'extraire du titane. Les pièces d'avion et les implants médicaux sont fabriqués à partir de titane métallique. Tout ce qui est blanc est fabriqué avec du dioxyde de titane. L'Ukraine est le 11e producteur au monde de titane. Le pays concentre également d'autres précieuses ressources minières comme le zirconium, le graphite, l'uranium, le lithium. Après des mois de négociations houleuses, les États-Unis et l'Ukraine viennent de signer un accord sur l'exploitation de ces minerais, ainsi que sur le pétrole et le gaz. Grâce aux efforts inlassables du président Trump pour assurer une paix durable, je suis heureux d'annoncer aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat économique historique entre les États-Unis et l'Ukraine. Avec cet accord, les États-Unis auront accès aux minerais, gaz et pétrole du pays, mais ces ressources resteront la propriété de l'Ukraine. Bonsoir Ulysse Gosset. Bonsoir Ulysse, Maxime. est-ce que les Américains penchent ce soir beaucoup plus nettement vers Volodymyr Zelensky, vers les Ukrainiens, en signant cet accord ? C'est un pas important parce qu'effectivement, c'est ce que Trump voulait depuis longtemps, c'est un accord sur les fameuses terres rares, les métaux dont l'Occident manque, le titane, l'uranium, etc., pour des industries très importantes comme l'industrie spatiale, les avions de chasse, les avions de guerre, mais aussi les téléphones portables, les voitures électriques, etc. Donc c'est très important pour Trump, il le voulait. Il avait forcé Zelensky, à un moment donné, vous vous souvenez de l'épisode du Bureau Ovale, à signer un accord qui était très défavorable à l'Ukraine. Là, les choses ont changé. C'est ça qui est important d'abord, c'est qu'effectivement les Ukrainiens ont réussi, si vous voulez, à signer un accord qui était en fait, qui est plus maintenant un partenariat qu'une capitulation devant une extraction des terres rares par les Américains. Ce qui est important aussi, c'est que cet accord, si vous voulez, dans la mesure où il prévoit que les Américains vont investir en Ukraine avec d'autres partenaires financiers, c'est ça la principale garantie, je dirais, de sécurité offerte à l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est pas des avions, c'est pas des drones ou un no-fly zone au-dessus de l'Ukraine, c'est l'Amérique investit dans l'Ukraine, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la paix. Et la garantie de la paix pour l'avenir, pour qu'il n'y ait pas de nouveau d'invasion russe, c'est que les Américains seront présents avec des industriels, avec des collaborateurs américains. Et donc Trump dit aux Ukrainiens, si cet accord est mis en place et si la paix est signée, eh bien il ne peut pas y avoir de poursuite de la guerre. Alors c'est un peu léger, entre guillemets, ça ne suffit évidemment pas aux Ukrainiens, mais ça change la donne. Et d'autre part, là où c'est intéressant, c'est que les Ukrainiens, finalement, ils ont fait ce que Trump leur demandait. Qu'a fait Poutine? Et donc, maintenant, la question est posée à Poutine. Il y a une proposition de cessez-le-feu. Vous l'avez refusée, vous l'avez simplement acceptée pour 3 jours à l'occasion du 9 mai. Il y a un accord financier et économique entre l'Amérique et l'Ukraine. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à signer un cessez-le-feu et à vous asseoir autour de la table? Vous demandez qu'a fait Poutine. On va aller voir Paul Gogo du côté de Moscou, correspondant de BFM TV. Paul, est-ce qu'on craint à Moscou justement que l'Amérique ne choisisse finalement l'autre camp, les Ukrainiens? Eh bien, dans un premier temps, c'est presque étonnant, mais finalement logique, parce que cette situation correspond à la rhétorique du Kremlin depuis 2014. Je m'explique, depuis 2014, les médias de Vladimir Poutine expliquent aux Russes que l'Ukraine est aidée par les États-Unis pour des questions d'intérêt, parce que les États-Unis veulent piller l'Ukraine, veulent détruire l'Ukraine par son économie. Et c'était pas forcément le cas, et c'était pas forcément, voire pas du tout la motivation de Joe Biden à l'époque où Joe Biden envoyait des aides à l'Ukraine, mais il se trouve que depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, eh bien finalement, les actions du président américain donnent presque raison à la propagande russe, et la propagande russe s'en délecte, et en gros elle explique aujourd'hui que ça y est, le moment est arrivé où l'Ukraine va devoir payer pour tout ce qu'elle a reçu, l'Ukraine va se faire piller. Ensuite, la réaction du Kremlin pour l'instant elle est assez faible, parce que ou alors elle correspond plutôt à ce qu'on a l'habitude d'entendre, à savoir montrer les muscles. Vladimir Poutine est rentré il y a 48 heures, vraiment dans cette période où on va plus le voir ressortir de ces discours, ces longs discours de réécriture de l'histoire avant le 9 mai, où vraiment tous les jours
Il s'exprime, lui ou son porte-parole, pour faire un lien entre la Seconde Guerre mondiale, la lutte contre les nazis, et la guerre actuelle en Ukraine, qu'il considère être une lutte contre les néo-nazis ukrainiens. Vladimir Poutine, lui, il a la tête dans cette autoroute jusqu'au 9 mai. Et pour l'instant, il ne semble pas prêt à faire autre chose que de montrer les muscles et finalement essayer d'expliquer toute la journée dans ses médias qu'il avance dans le Donbass, qu'il compte bien continuer d'avancer dans le Donbass, que son armée est forte, qu'elle est grande et que finalement c'est lui qui a l'avantage et qu'il saura en profiter jusqu'au bout. Merci Paul. Un accord finalement signé, donc je vous le lisais, et à l'instant la réaction de Volodymyr Zelensky. L'accord est en place, signé et sera envoyé au Conseil suprême d'Ukraine pour ratification et nous tenons à ce qu'il n'y ait aucun retard dans ce dossier. Nos représentants, la vice-première ministre, l'équipe du ministère de l'économie ainsi que le ministère des Finances et le ministère de la Justice ont tous très bien travaillé. Le texte de l'accord a considérablement évolué au cours du processus de préparation. Il s'agit désormais d'un accord véritablement équitable qui ouvre la voie à des investissements très importants en Ukraine, ainsi qu'à une modernisation significative de la production dans le pays et, tout aussi important, à la modernisation des pratiques juridiques ukrainiennes. L'accord ne prévoit aucune dette et un fonds de relance sera créé afin d'investir en Ukraine. Olivier Ravanello, il y a des mots qu'on entend chez les Américains qu'on n'entendait pas, qu'on n'entendait plus, au moins depuis que Trump est au pouvoir. Le ministre de l'économie américain qui a signé l'accord parle d'une Ukraine libre et souveraine, parle de l'invasion russe à grande échelle. On n'entendait plus ça dans la bouche des Américains. Oui, ça revient en effet. Et ce qui est aussi important à souligner, c'est que il y a quelque chose qui relève d'une normalisation. Pour la première fois depuis des années, on se projette et on acte des choses pour le futur, pour après, quand le cessez-le-feu sera effectif et quand la paix sera revenue. Et ça, c'est véritablement une pierre dans le jardin de Vladimir Poutine, qui aujourd'hui, progressivement, va apparaître comme l'unique fauteur de guerre. Mais Ulysse, est-ce que cet accord permet de faire un pas vers un accord de cessez-le-feu? Pas forcément. Du point de vue de Trump, si, c'est un pas de géant. Et ce qui est vraiment important, c'est que ça lie Trump lui-même à l'Ukraine, l'Amérique à l'Ukraine. Parce que, effectivement, cette extraction, même si elle est pour les 10-15 prochaines années, si vous voulez, il y a un accord financier avec un fonds d'investissement, c'est du business. Donc, si vous voulez, Trump veut que ça marche. Pour que tout l'investissement américain, dont il a rappelé souvent la hauteur, plus de 350 milliards, même si c'était des chiffres qui ne correspondent pas, ça ne correspond pas à la réalité. Mais il y a eu un engagement américain de près de 150, 170 milliards. C'est l'Europe aujourd'hui qui investit le plus dans l'aide à l'Ukraine, il faut le rappeler. Mais donc pour Trump, si vous voulez, c'est une façon de dire il faut qu'on fasse cette paix parce que ensuite on va faire du business. C'est un peu le même discours qu'il tient à Poutine. Il faut faire la paix en Ukraine parce qu'après Moscou... Ensemble, on fera du business. Et je pourrais construire ma Trump Tower à Moscou, comme le lui font miroiter depuis les années 80. Les conseillers de Poutine. Donc c'est en cela, si vous voulez, que c'est un pas très important. Mais encore une fois, Poutine n'a rien dit de fondamental. Il aurait bien voulu inviter Donald Trump le 9 mai, donc la semaine prochaine, à Moscou pour la fête de la victoire. Ça paraît totalement compromis, même si cet accord est signé. On attend vraiment maintenant que Poutine réagisse à toutes ces attaques un peu perfides de la part de Trump qui commence à en avoir assez de se faire balader.